Je m'envolais pour Miami pour un voyage en famille avec mon fils et ma belle-fille, quand l'hôtesse de l'air a soudainement chuchoté, faites semblant d'être malade et descendez de l'avion. J'ai cru que c'était une blague, mais elle a insisté, s'il vous plaît, je vous en supplie. 20 minutes plus tard. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. La lumière de l'après-midi filtrait par la fenêtre de mon bureau, attrapant les particules de poussière en suspension dans un air qui sentait le vieux papier et le vernis pour meubles au citron. J'étais assis à mon bureau, corrigeant des copies d'histoire que j'avais gardées pendant 15 ans. Par nostalgie, peut-être. Ou l'espoir tenace que mes années d'enseignement comptaient encore. La maison s'installait autour de moi avec ses craquements familiers, et j'avais presque oublié que je n'étais plus seul ici. Puis j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas. J'ai levé la tête, le stylo en suspens au-dessus de la dissertation d'un élève sur la reconstruction. Christopher et Edith vivaient ici depuis 8 mois, mais ils se déplaçaient dans ces pièces comme des fantômes, reconnaissant à peine mon existence. Nous échangions des hochements de tête polis dans la cuisine, rien de plus. Leurs pas soudains dans les escaliers ont tendu mes épaules. Edith est apparue la première dans l'embrasure de ma porte. Christopher était derrière elle, les mains enfoncées dans ses poches. Ses yeux se sont posés sur la bibliothèque, la fenêtre, n'importe où sauf sur mon visage. Francis, nous devons parler. La voix d'Edith dégoulinait d'une douceur artificielle, celle qui précède les mauvaises nouvelles ou, pire, les demandes. J'ai retiré lentement mes lunettes de lecture, un petit geste défensif que j'avais perfectionné en 40 ans à gérer des élèves difficiles. À propos de quoi? Christopher a changé de pied. Nous avons pensé à la famille, à la façon dont nous devrions passer plus de temps ensemble. Du temps de qualité, a ajouté Edith, entrant dans la pièce sans y être invitée. Elle s'est perchée sur la coudoir de mon fauteuil de lecture comme s'il lui appartenait. Avant que la vie ne devienne trop chargée. Avant quoi exactement? J'ai gardé ma voix égale, mais mon esprit d'historien cataloguait déjà les incohérences. Il m'avait évité pendant des mois. Pourquoi ce changement soudain? Juste, vous savez comment c'est. Edith a fait un geste de la main dédaigneux. Christopher, parle-lui de Miami. Mon fils a finalement croisé mon regard, et ce que j'y ai vu, c'était un désespoir mal masqué par un enthousiasme forcé. Miami, papa, tu te souviens quand nous y sommes allés quand j'avais 12 ans? Recréons ces souvenirs. Une semaine entière ensemble, tout payé, c'est notre cadeau. J'ai posé mon stylo avec précaution. Tu as détesté ce voyage. Tu as dit que c'était ennuyeux. Tu voulais rentrer plus tôt. Le sourire de Christopher a vacillé. J'étais un gamin. Je vois les choses différemment maintenant. Le silence s'est étiré. Je les ai étudiés tous les deux. Mon fils, qui m'avait autrefois apporté des pissenlits et m'avait appelé son héros, et cette femme qui l'avait convaincu que son vieux père n'était qu'un obstacle encombrant. Quelque chose avait changé entre nous, mais je ne pouvais pas dire quand exactement. Était-ce quand Christopher a perdu son emploi? Quand leurs dettes ont commencé à s'accumuler, ou cela avait-il été progressif, une lente érosion du respect et de l'amour? Quand aurait lieu ce voyage, ai-je demandé. La semaine prochaine. La réponse d'Edith est venue trop vite. Tout est arrangé. Nous avons juste besoin de votre oui. Ce soir-là, Edith a insisté pour préparer le dîner. Elle ne cuisinait jamais. J'étais assis à la table de la salle à manger pendant qu'elle se déplaçait dans ma cuisine avec une familiarité inconfortable, ouvrant les placards, utilisant ma vaisselle. Christopher a versé le vin avec un soin excessif, ses mains tremblant légèrement quand je l'ai interrogé sur le calendrier du voyage. Donc, cela a été planifié sans me consulter. J'ai accepté le verre de vin, le regardant par-dessus le bord. Nous voulions que ce soit une surprise, a dit Christopher. Une bonne surprise. Edith a posé une assiette devant moi, ses mouvements calculés et précis. Elle avait travaillé dans l'administration médicale pendant des années, et cette efficacité clinique se manifestait dans tout ce qu'elle faisait. Francis, votre police d'assurance vie est assez substantielle. 500 000, n'est-ce pas? Une planification très responsable de votre part. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Comment connaissez-vous le montant? Christopher l'a mentionné une fois. Elle s'est assise en face de moi, coupant son poulet en morceaux parfaitement uniformes. Juste une conversation. J'ai regardé mon fils. Il était concentré sur son assiette, refusant de croiser mon regard.
la mention de mon assurance semblait déplacée, mal synchronisée, insérée dans une conversation de dîner décontractée où elle n'avait pas sa place. Je ne dors pas bien ces derniers temps, ai-je dit, pour les tester. Mon cœur est parfois étrange, comme des palpitations. Les yeux de Christopher se sont illuminés une fraction de seconde avant qu'ils ne se reprennent. Tu devrais voir un médecin. As-tu vu un médecin? Christopher s'inquiète trop, l'a coupé doucement Edith. Vous avez l'air bien, Francis. Probablement juste du stress. Leurs regards se sont croisés alors, juste un instant, mais je l'ai surpris. Quelque chose est passé entre eux, de tacite et de complice. Ma poitrine s'est serrée, mais pas à cause d'un problème cardiaque. Après le dîner, alors qu'ils se retiraient dans leur chambre en bas, j'ai trouvé sur la table des confirmations de vol imprimées, déjà réservées, mon billet déjà acheté pour mardi prochain. Ils étaient certains que j'accepterais, si certains qu'ils avaient fait des plans irréversibles. Je suis resté assis seul dans mon bureau bien après minuit, tenant une vieille photo de Christopher à l'âge de 7 ans, tout sourire avec ses dents de lait manquantes, me serrant le cou comme si j'étais l'endroit le plus sûr du monde. Ce garçon était devenu cet homme en bas, complotant quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer, mais que je sentais dans mes os. 40 ans à enseigner l'histoire m'avaient appris une chose. Les gens laissent toujours des preuves. Des schémas émergent. Les motivations deviennent claires quand on prend du recul et qu'on observe l'ensemble, pas seulement des incidents isolés, la générosité soudaine, le commentaire sur l'assurance, ces regards synchronisés, les billets préachetés. Le matin est venu avec une lumière pâle et la décision que j'avais déjà prise dans l'obscurité. J'irai à Miami. Je les observerai attentivement. Je rassemblerai des preuves comme j'avais appris à mes élèves à examiner les sources primaires, avec scepticisme et attention aux détails. Christopher a frappé à ma porte à 7 heures, son sourire trop éclatant pour l'heure matinale. Alors, papa, Miami, qu'est-ce que tu en dis? J'irai. Lui ai-je dit, en observant son visage. Le soulagement a inondé ses traits, suivi de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Satisfaction, anticipation. Génial. C'est merveilleux. Il s'est agrippé au cadre de la porte. Tu ne le regretteras pas, Edith est apparue derrière lui, son hochement de tête presque imperceptible. Ils avaient gagné cette manche, ou du moins le croyaient-ils. J'ai passé cette matinée à faire ma valise avec un soin méthodique. Sous-vêtements, chemise, mes flacons de médicaments. Je me suis arrêté sur ces flacons, lisant les étiquettes tandis que les mots d'Edith résonnaient dans mon esprit. Quelque chose sur la santé, sur mon apparence, sur le fait de ne pas s'inquiéter. Mes mains ont bougé presque d'elles-mêmes, plaçant les médicaments dans mon bagage à main plutôt que dans la valise enregistrée. Un petit acte de prudence, rien de plus. Mais ma formation m'avait appris que la survie dépendait souvent de petits actes, de précautions mineures qui semblaient paranoïaques jusqu'à ce qu'elles vous sauvent la vie. La valise s'est fermée avec un clic décisif. Miami attendait, et quoi qu'ils aient prévu, je serais prêt. La voiture de Christopher sentait le café rassis et le désodorisant synthétique. J'étais assis sur le siège passager avec ma valise sur les genoux parce qu'il avait prétendu que le coffre était trop plein, bien que j'ai vu qu'il était presque vide quand il l'avait ouvert. Le poids appuyait sur mes cuisses alors que nous nous engagions sur l'autoroute en direction de l'aéroport international d'Orlando. Aucun d'eux ne parlait. Christopher serrait le volant si fort que ses jointures étaient devenues pâles. Edith regardait par sa fenêtre, téléphone à la main, tapant rapidement et supprimant les messages immédiatement après les avoir envoyés. J'ai observé son reflet dans le rétroviseur latéral. Son visage arborait cette expression vide et clinique que j'avais appris à reconnaître comme son expression de réflexion, calculant les variables et les probabilités. Excité pour Miami, papa? La voix de Christopher s'est légèrement brisée sur le dernier mot. Devrais-je l'être? Il n'a pas du tout saisi l'implication. Bien sûr. Du temps en famille, les plages, la détente. La détente, c'est ça. Le silence a repris, plus lourd maintenant. J'ai regardé les rues familières d'Orlando défiler. Le centre commercial où j'avais acheté à Christopher son premier vélo. La bibliothèque où j'avais passé d'innombrables samedis. Le lycée où j'avais façonné de jeunes esprits pendant 3 décennies. Chaque pâté de maison augmentait la pression dans ma poitrine, le sentiment d'être emporté vers quelque chose d'irréversible. L'aéroport est apparu devant nous, tout en béton, en verre et en chaos contrôlé. Christopher s'est garé dans le parking de courte durée, une autre bizarrerie. Nous partions pour une semaine,
pourtant il a choisi l'option la plus chère. De petits détails, mais ils s'accumulaient comme des preuves dans un dossier que je constituais contre ma propre famille. Le point de contrôle de sécurité est arrivé trop vite. Edith a insisté pour que je passe en premier, sa main fermement posée sur mon épaule, me guidant. J'ai placé mon bagage à main sur le tapis roulant, la regardant observer l'écran pendant que mes affaires passaient. Elle s'est légèrement penchée en avant, vérifiant quelque chose, puis s'est détendue lorsque le sac est ressorti de l'autre côté. Tu vois, facile, a-t-elle dit, mais son soulagement semblait disproportionné par rapport au simple acte de sécurité aéroportuaire. À la porte d'embarquement, Christopher et Edith ont embarqué immédiatement avec la zone 1, tandis que mon billet me reléguait à la zone 3. Ils ont disparu dans la passerelle sans se retourner, me laissant debout au milieu d'étrangers, la poignée de ma valise s'enfonçant dans ma paume. Quand ma zone a finalement été appelée, j'ai marché lentement, conscient de la finalité de chaque pas. La passerelle s'étendait devant moi, cet espace liminal particulier entre la terre ferme et un tube de métal suspendu dans le vide. La porte de l'avion s'est ouverte béante, de l'air recyclé m'a envahi, portant cette odeur distincte d'avion, de produits de nettoyage et de milliers de passagers précédents. Je suis entré, cherchant mon numéro de siège, quand une hôtesse de l'air s'est approchée. Son badge indiquait Mildred, et son visage affichait une amabilité professionnelle jusqu'à ce qu'elle se penche près de moi, faisant semblant de vérifier ma carte d'embarquement. Faites semblant d'être malade et quittez cet avion. Les mots sont sortis comme un murmure urgent, son souffle chaud contre mon oreille. Je me suis figé, la main crispée sur mon bagage à main. Excusez-moi, je ne comprends pas, mais elle s'était déjà éloignée, s'occupant des compartiments à bagages et souriant aux autres passagers. Je suis resté dans l'allée, confus, regardant entre sa silhouette qui s'éloignait et Christopher et Edith à leur siège, 3 rangées plus loin. Ils n'avaient pas remarqué l'échange, trop concentrés sur leur téléphone. Était-ce une blague? Un protocole de sécurité bizarre? J'ai fait un autre pas vers ma rangée quand Mildred est revenue, son masque professionnel se fissurant, ses mains tremblaient alors qu'elle touchait mon coude. « Monsieur, je vous en supplie. Vous devez descendre de cet avion maintenant. » J'ai alors regardé dans ses yeux et j'y ai vu une terreur authentique. Pas de l'inquiétude, pas de la confusion. De la terreur. Le genre de terreur qui vient de la connaissance de quelque chose de spécifique et d'horrible. Mes décennies à lire les visages des étudiants, à distinguer la vérité du mensonge, se sont activées. Cette femme était sérieuse. « Vous êtes sérieuse ?» ai-je dit doucement. Je n'ai jamais été plus sérieuse de ma vie. Ses doigts se sont enfoncés dans ma manche. « S'il vous plaît, faites-moi confiance. »« Papa. Tout va bien ?» La voix de Christopher a résonné dans l'allée, tranchante avec quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'inquiétude. J'ai pris la décision en une fraction de seconde, agissant par pur instinct. Ma main s'est posée sur ma poitrine, les doigts écartés sur ma chemise. Ma poitrine. Les mots sont sortis étranglés, convaincants parce que la peur était réelle, même si le symptôme était fabriqué. J'ai trébuché, tombant sur un genou dans l'allée étroite. La performance est venue naturellement, aidée par la terreur authentique qui parcourait mes veines. Réaction immédiate. Le personnel de bord m'a entouré, les voix se chevauchant en mode crise professionnelle. « Monsieur, pouvez-vous respirer ? Monsieur, restez avec nous. » Des mains sous mes bras, me soulevant, me soutenant. Un fauteuil roulant a été appelé. Je les ai laissés m'aider, mais j'ai gardé les yeux vifs, observateur. Le rôle du vieil homme malade ne s'étendait pas à ma conscience. À travers l'agitation, j'ai aperçu les visages de Christopher et Edith. C'est ce dont je me souviens le plus clairement. Pas d'inquiétude, pas de souci, mais de la déception. Une déception pure et non dissimulée avant que leur masque ne se remette en place et qu'ils ne jouent l'inquiétude pour le public autour d'eux. Christopher s'est levé de son siège, le mouvement agressif avant qu'il ne l'adoucisse, se faisant passer pour le fils inquiet. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ? Devrions-nous venir avec toi ? » « Non, non, restez assis, tout le monde. » Un membre de l'équipage a bloqué l'allée. « Nous allons nous occuper de lui. » Le personnel médical est prêt à intervenir. Alors qu'il me poussait en fauteuil roulant en arrière dans la passerelle, j'ai entendu la voix d'Edith, basse et destinée uniquement à Christopher, mais portant juste assez dans le calme après la crise. « Ça gâche tout. » La réponse sifflée de Christopher. « Pas ici. Pas maintenant. » Le fauteuil roulant m'a ramené à travers la passerelle,
de retour dans le terminal, de retour sur la terre ferme. Mon téléphone a vibré dans ma poche alors qu'il m'installait dans la zone médicale. Un texto de Christopher. Papa, j'espère que tu vas mieux. On t'appellera quand on atterrira. J'ai regardé par la fenêtre l'avion repousser de la porte d'embarquement et commencer son enroulage vers la piste. Christopher et Edith étaient à bord de cet avion, devenant de plus en plus petits et distants à chaque seconde qui passait. La séparation physique semblait absolue, comme si j'avais franchi un seuil invisible et que je ne pourrais jamais revenir à l'innocence de ne pas savoir. L'avion a disparu de la vue, juste un autre point métallique contre le ciel bleu. Monsieur Wilson. Je me suis retourné. Mildred était là, toujours en uniforme, mais hors service maintenant, le visage pâle et tiré. Elle a regardé autour de la zone médicale, vérifiant s'il y avait des auditeurs. Nous devons parler, a-t-elle dit, la voix tendue par l'urgence. Maintenant, quelque part en privé. La salle médicale était petite et sans fenêtre, les néons bourdonnant au-dessus de nos têtes avec ce vrombissement électrique persistant qui crispe les dents. Un ambulancier venait de me donner le feu vert, les signes vitaux sont bons, probablement de l'anxiété, et m'avait laissé seul sur la table d'examen, le papier crissant sous moi à chaque mouvement. À travers la petite fenêtre de la porte, je pouvais voir la queue de mon vol disparaître dans les nuages, emportant mon fils et ma belle-fille vers Miami pendant que j'étais assis ici, dans cette pièce stérile, le cœur battant pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec des problèmes médicaux. Mon téléphone a vibré. Le troisième texto de Christopher. Papa, s'il te plaît, réponds. Nous sommes morts d'inquiétude. Je l'ai éteint. La porte s'est ouverte. Mildred est entrée, toujours en uniforme, mais son sang-froid professionnel s'était fissuré comme de la vieille porcelaine. Elle a fermé fermement la porte, a vérifié le couloir par la fenêtre une fois, puis s'est tournée vers moi. Ses mains tremblaient. Je dois vous montrer quelque chose. Sa voix tremblait. Ce que je vais faire pourrait me coûter mon emploi, mais je ne peux pas laisser cela se produire. Je me suis redressé sur la table, le papier bruissant. Montrez-moi. Elle a sorti son téléphone avec des doigts qui ne tenaient pas tout à fait en place, l'a déverrouillé, a navigué jusqu'à sa vidéothèque. J'ai enregistré une partie de son appel téléphonique dans les toilettes avant l'embarquement. Elle a fait une pause, croisant mon regard. L'appel de votre belle-fille. L'écran du téléphone montrait une cabine de toilette, principalement des dalles de plafond et un éclairage fluorescent. Le son était étouffé, mais les voix se propageaient à travers l'écho du carrelage et de la porcelaine. La voix d'Edith, reconnaissable à sa précision clinique. Les pilules se dissoudront rapidement dans sa boisson. Il ne goûtera rien. Une pause. L'altitude rend les crises cardiaques plus plausibles. Urgence à 30 000 pieds. Réponse médicale limitée. Enquête plus difficile. Une autre pause. Et puis 500 000. Christopher est nerveux mais engagé. Elle a ri. Elle a vraiment ri. J'ai regardé la vidéo 1, 2, 3 fois. Chaque visionnage révélait de nouvelles couches d'horreur. Ma belle-fille discutant de ma mort comme d'une transaction commerciale, pesant la logistique et le calendrier, calculant les marges bénéficiaires sur ma vie. À qui parlait-elle? Ma voix est sortie stable, étonnamment. Je ne sais pas. Mildred a baissé le téléphone, mais elle a mentionné que le plan était en marche et que Christopher était à bord. C'étaient ses mots exacts. Je l'ai regardé directement. Pourquoi avez-vous fait ça? Risquer votre carrière pour un étranger? Quelque chose a vacillé sur son visage. Une vieille douleur, des blessures à peine cicatrisées. Mon père, il y a 3 ans, son neveu l'a convaincu de changer son testament. Puis il est tombé dans les escaliers. Ils ont conclu à un accident. Sa mâchoire s'est crispée. Je n'ai rien pu prouver. Le regret me ronge depuis. Quand j'ai entendu cette conversation, que je l'ai entendu comploter, je ne pouvais pas rester silencieuse à nouveau. Je suis désolé pour votre père. Ne soyez pas désolé. Sa voix s'est durcie. Arrêtez-les. Le trajet en taxi jusqu'à la maison a duré 40 minutes à travers la banlieue d'Orlando, passant devant des centres commerciaux, des chaînes de restaurants et des lotissements qui se ressemblaient tous. Le chauffeur a tenté d'engager la conversation. Vous avez manqué votre vol? Non. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai attrapé quelque chose de plus important. Il s'est tu, confus, mais sentant que je ne voulais pas m'étendre.
Ma maison est apparue devant. Une maison coloniale à 2 étages avec le jardin que j'entretenais depuis 30 ans. La voiture de Christopher n'était pas dans l'allée. Ils étaient à Miami, se demandant pourquoi leur plan avait échoué, se dépêchant de s'adapter. J'ai payé le chauffeur, j'ai remonté le chemin, j'ai déverrouillé ma propre porte d'entrée. La maison semblait différente maintenant, violée, sachant ce qui avait été comploté entre ces murs, discuté à ma propre table de salle à manger, planifié dans les chambres du couloir. J'ai posé mon bagage à main près des escaliers et je suis allé directement à mon bureau. Le classeur contenait des décennies de documentation, police d'assurance, relevés bancaires, papiers juridiques, titres de propriété. J'ai tout étalé sur la table de la salle à manger, créant une disposition systématique, par ordre chronologique, classée par type. La méthodologie d'un enseignant appliquée à ma propre survie. Des heures ont passé. La lumière extérieure s'est estompée au crépuscule, puis dans l'obscurité. J'ai mis mes lunettes de lecture, j'ai examiné chaque document sous un bon éclairage, à la recherche d'incohérences. Des signes de falsification, des preuves du complot que Mildred avait exposé. Je l'ai trouvé. Le formulaire de bénéficiaire de l'assurance vie daté de 6 mois. Changement du bénéficiaire principal de ma nièce à Atlanta à Christopher Wilson. La signature en bas tentait d'imiter mon écriture mais échouait. Le F majuscule de Francis était faux, trop élaboré. Je n'ai jamais fait cette fioriture. J'ai photographié le document avec mon téléphone. Préservation des preuves. Des recherches plus approfondies ont révélé d'autres horreurs. Des relevés de comptes bancaires montrant des transferts que je n'avais jamais autorisés. 38 000 $ sur 6 mois siphonnés en montant suffisamment petit pour échapper à un examen occasionnel. Une procuration accordant à Christopher une autorité financière signée avec mon nom contrefait. Des dossiers médicaux que je n'avais jamais vus. Documentant un déclin cognitif que je n'avais jamais connu. Ils avaient construit une trace écrite de mon incompétence pendant que je donnais des cours du soir au centre communautaire, que je corrigeais des copies, que je vivais ma vie normale, créant la fiction d'un esprit défaillant pour justifier leur contrôle, pour expliquer ma mort comme une conséquence naturelle d'une santé déclinante. Preuve, chronologie, mobile, méthode. J'ai parlé à voix haute dans la pièce vide, une vieille habitude d'enseignant refaisant surface. Ils ont planifié cela pendant des mois, des mois. Vivant dans ma maison, mangeant ma nourriture, complotant mon meurtre. J'ai brandi la procuration contrefaite, fixant la signature qui n'était pas la mienne. Ce n'était pas impulsif. C'était systématique, planifié, sophistiqué. Ils avaient fait des recherches, s'étaient préparés, avaient établi les bases juridiques du vol et du meurtre, les deux. Les documents sont restés étalés sur ma table de salle à manger. Je ne les ai pas rangés. Je ne pouvais pas. Ils représentaient la preuve physique de la trahison, la preuve tangible de la façon dont j'avais été trompé. Je me suis assis dans mon fauteuil de lecture alors que minuit approchait, la maison silencieuse autour de moi. Mon fils était à Miami, rassurant probablement Edith qu'il trouverait une autre occasion, une autre méthode. Il ne savait pas que j'avais l'enregistrement. Ne savait pas que j'avais trouvé leurs documents contrefaits. Ne savait pas que la proie était devenue consciente des chasseurs. Mes mains reposaient sur les accoudoirs du fauteuil, stables maintenant. Le choc s'était dissipé, remplacé par quelque chose de plus froid, de plus concentré. Ils n'ont pas seulement essayé de me tuer. Ils volaient ma vie morceau par morceau depuis des mois, effaçant mon autonomie, préparant mon effacement. Il était temps de la reprendre. Nicholas Clark est arrivé précisément à 14 heures, comme prévu. Milieu de la cinquantaine, des cheveux gris parsemant sa chevelure foncée, une mallette coûteuse qui témoignait d'une pratique réussie. Spécialiste du droit de l'État avec 20 ans d'expérience. Sa poignée de main était ferme, son regard vif et scrutateur. Monsieur Wilson, merci de me faire confiance pour cette affaire. Il s'est installé dans le fauteuil en face de mon bureau, a ouvert sa mallette, en a sorti un ordinateur portable et un bloc-notes juridique. Expliquez-moi ce que vous avez trouvé. J'ai fait glisser le premier dossier sur le bureau. Onglet bleu, documents financiers. Le sang-froid professionnel de Nicholas a tenu pendant les premières pages, puis a commencé à se fissurer à mesure que l'ampleur de l'affaire se révélait. Signature contrefaite, bénéficiaire modifié, procuration frauduleuse. Ses doigts se sont mis à bouger plus vite, tournant les pages, croisant les dates, construisant une chronologie. Quand avez-vous examiné ces documents pour la dernière fois personnellement ?
Son stylo planait au-dessus du bloc-notes. La police d'assurance il y a 5 ans, quand j'ai pris ma retraite de l'enseignement. Et vous n'avez jamais autorisé de changement de bénéficiaire? Jamais. Ma voix était stable, ferme. Cette police était destinée à ma nièce à Atlanta. Elle a payé ses études d'infirmière. Je voulais qu'elle ait quelque chose. Nicolas a pris des notes, son écriture rapide et précise. Votre belle-fille, Edith Wilson. Quel est son parcours professionnel? Administratrice médicale. Centre médical Silver Palm. Accès administratif au dossier des patients, aux modèles de documents, aux tampons de signature des médecins. La compréhension s'est lue dans ses yeux. Elle a créé vos antécédents médicaux. Vous a rendu incompétent sur le papier. Pendant que je donnais des cours du soir au centre communautaire 2 fois par semaine, ai-je presque souri à l'ironie, donnant des conférences sur l'histoire des droits civiques tout en étant déclaré en déclin cognitif dans des rapports médicaux frauduleux. Nicolas a ouvert son ordinateur portable, a commencé à exécuter un logiciel de comptabilité légale sur mes relevés bancaires. Je lui avais fourni l'autorisation d'accès au compte plus tôt. Des signaux d'alarme sont immédiatement apparus à l'écran, surlignés en cramoisi. Transfert non autorisé, divergence de signature, schéma typique d'indicateur de fraude. Son expression s'est assombrie à chaque découverte. 38 000 $ sur 6 mois, a-t-il dit doucement. Vol systématique. De petits montants au début, puis de plus en plus audacieux. Schéma classique de détournement de fonds. J'ai fouillé dans le tiroir de mon bureau, j'en ai sorti l'ordinateur portable de Christopher. Il a laissé ça dans sa chambre. Je connais ses mots de passe. Je lui ai configuré l'ordinateur il y a des années. Il ne les a jamais changés. Nicolas a levé les yeux, quelque chose a vacillé dans son expression, une compréhension peut-être de la ligne éthique que j'avais franchie. Mais il a pris l'ordinateur portable, a connecté un disque dur externe, a commencé les procédures de récupération de données. En quelques minutes, des courriels supprimés sont réapparus à l'écran. Le complot s'est déroulé sous forme numérique. Des chaînes de courriels entre Christopher et quelqu'un se faisant appeler un consultant médical. Discussion sur des substances provoquant une insuffisance cardiaque. Non traçable lors d'une autopsie standard, particulièrement efficace à haute altitude. Prix négocié. 10 000 $ pour la consultation et la fourniture. Rencontre arrangée dans un parking souterrain du centre-ville d'Orlando. La mâchoire de Nicolas s'est crispée en lisant. C'est un contrat de meurtre. Votre fils a négocié votre mort comme s'il achetait une voiture d'occasion. Les mots auraient dû me faire plus mal, mais j'avais dépassé la douleur pendant ces 3 jours de documentation, atteint un endroit plus froid, au-delà du chagrin conventionnel. Continuez à lire, ai-je dit. Il y a plus. Il a trouvé le projet de testament sur le bureau de Christopher. Tout légué à Christopher et Edith Wilson. Ma signature contrefaite en bas, datée de 2 semaines. Ils avaient prévu de le découvrir après ma mort, de le présenter au tribunal des successions, de prétendre que j'avais changé d'avis à propos de ma nièce. Nicolas s'est penché en arrière, a enlevé ses lunettes, s'est frotté les yeux. Quand il m'a regardé à nouveau, son masque professionnel était complètement tombé. Francis, puis-je vous appeler Francis? J'ai hoché la tête. Cela va au-delà de la fraude successorale. C'est un complot en vue de commettre un meurtre, un faux, de la maltraitance des personnes âgées, de l'exploitation financière, des accusations criminelles, pas seulement un recouvrement civil. Il a fait une pause. Nous devons décider. Appeler la police maintenant ou monter un dossier en béton d'abord. Mon téléphone a vibré sur le bureau entre nous. Le texto de Christopher a illuminé l'écran. Papa, où es-tu? Nous devons parler de ta santé. Nicolas a jeté un coup d'œil au téléphone, puis à moi. Une compréhension est passée entre nous sans un mot. La manipulation continuait même maintenant. Une pression appliquée pour me maintenir confus et docile. Montez le dossier d'abord, ai-je dit. Rendez-le indéniable, puis nous frapperons. Il a hoché la tête lentement. Le respect était évident dans son expression. Vous y avez réfléchi. J'ai enseigné la stratégie à travers l'histoire pendant 40 ans. Sun Tzu, Machiavel, Napoléon. J'ai appris des meilleurs. J'ai croisé son regard. Connais ton ennemi. Choisis ton champ de bataille. Ils vont s'en rendre compte, vous savez, a averti Nicolas.
Quand je déposerai des ordonnances de protection, bloquerai les comptes, révoquerai les documents frauduleux, ils le sauront. Bien. Mes mains reposaient à plat sur le bureau, stables et calmes. Laissez-les paniquer. Les gens paniqués font des erreurs. Un léger sourire a traversé son visage. Très bien, alors. Voici ce que nous allons faire. Il a passé l'heure suivante à exposer la stratégie, les appels à des contacts, un expert en documents pour l'analyse des signatures, un comptable légal pour un audit détaillé, un détective privé pour des informations sur le consultant médical. Il a photographié les preuves avec un appareil photo haute résolution, créé des sauvegardes numériques, tout téléchargé sur un stockage cloud crypté. 3 dossiers de preuves, a-t-il expliqué, imprimant des documents et les organisant dans des dossiers. Un pour une éventuelle implication de la police, un pour les procédures civiles, et un que vous garderez en lieu sûr, hors site. Coffre-fort, pas votre maison. J'ai hoché la tête, absorbant tout. Mode étudiant activé, apprenant les rouages de la guerre juridique. Alors que l'après-midi déclinait vers le soir, Nicolas a rassemblé son matériel, a rangé sa mallette avec un soin méthodique. À la porte de mon bureau, il s'est arrêté et s'est retourné. Francis, une question. Quand tout cela sera terminé, que voulez-vous? La justice ou la vengeance? Je n'ai pas hésité. Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Je veux des conséquences qui durent. Il a réfléchi à cela, puis a hoché la tête. Ne changez rien pour l'instant. Agissez normalement. Je m'occuperai des ordonnances de protection. Des gels de comptes par les voies légales. Donnez-moi une semaine. Après son départ, je suis resté assis dans le bureau qui s'assombrissait, écoutant la maison s'installer autour de moi. Mon téléphone a de nouveau vibré. Christopher, papa, dîner ce soir? Nous devons parler de ton avenir. J'ai fixé le texto, puis j'ai tapé ma réponse. Oui, nous devons parler de l'avenir. Le double sens était clair pour moi, opaque pour lui. Le chasseur était devenu le chassé, bien qu'il ne le sût pas encore. J'ai appuyé sur envoyer. Une semaine s'était écoulée depuis que Nicolas Clark avait quitté mon bureau avec sa mallette pleine de preuves et son calendrier pour les frappes légales. 7 jours de performance, a joué le vieil homme confus tout en exécutant une stratégie avec la précision que j'appliquais autrefois à la planification des leçons. J'étais assis à ma table de petit déjeuner, le café refroidissant dans sa tasse, observant Christopher et Edith par l'embrasure de la cuisine. Ils venaient de rentrer du travail, la cravate de Christopher desserrée, le masque professionnel d'Edith fermement en place. Aucun d'eux ne savait que pendant que je traînais dans la maison en demandant quelle pilule prendre et où j'avais laissé mes lunettes de lecture, j'avais méthodiquement détruit les fondations de leur complot. Papa. Christopher est apparu dans l'embrasure. Ça va? Tu fixes ce café depuis 10 minutes. J'ai cligné des yeux lentement, perfectionnant le regard vide. Ah bon? Je pensais juste à quelque chose. À quoi pensais-je? J'ai secoué la tête, confus. C'est parti maintenant. Le regard qu'ils ont échangé était triomphant. J'ai vu cela se produire. J'ai vu qu'ils voyaient ce qu'ils voulaient voir. La détérioration, le déclin, l'incompétence mentale que leurs documents falsifiés prétendaient. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était la caméra de sécurité au-dessus du réfrigérateur enregistrant chaque micro-expression, chaque sourire satisfait. Les caméras avaient été installées il y a 3 jours, 12 d'entre elles dans toute la maison. J'avais appelé une société de sécurité légitime, expliqué que j'oubliais de verrouiller les portes et que je m'inquiétais des cambriolages. Christopher et Edith avaient approuvé avec enthousiasme. Pour ta sécurité, papa, avait dit Christopher. C'est vraiment une bonne idée. Il n'avait pas examiné les spécifications de près. N'avait pas réalisé que les caméras enregistraient l'audio. N'avait pas compris que chaque conversation privée, chaque plan chuchoté, chaque moment où il se croyait seul était capturé et téléchargé sur un stockage cloud auquel seul moi pouvais accéder. Le technicien avait été minutieux, enregistrement 24H24, 7J7, monsieur. Couverture complète. Même le son. Même le son, avais-je répété, jouant la confusion du vieil homme. Audio sur toutes les caméras. Oui, monsieur. Clair comme de l'eau de roche. Christopher était intervenu alors, l'inquiétude traversant son visage. Papa, n'est-ce pas cher? Ma sécurité en vaut la peine. J'avais fait un geste dédaigneux.
J'ai été si oublieux ces derniers temps. On n'est jamais trop prudent. Cette nuit-là, j'avais ajouté ma propre amélioration. Un petit enregistreur audio caché dans la bouche de chauffage au-dessus de la salle à manger. Le même endroit où j'avais autrefois surpris des étudiants en train de tricher pendant les examens. Placer un microphone pour enregistrer leurs réponses chuchotées. Vieille astuce d'enseignant, nouvelle application. L'enregistreur avait immédiatement porté ses fruits. Christopher et Edith avaient leurs conversations les plus franches tard dans la nuit dans cette pièce, se croyant en privé. J'avais écouté avec mes écouteurs, documentant tout. L'avion était censé fonctionner, avait sifflé Edith il y a 2 nuits, la frustration perçant à travers son contrôle habituel. Maintenant, nous sommes de retour à la case départ. Tu as dit que les pilules étaient indétectables, avait rétorqué Christopher. J'ai dit beaucoup de choses. Maintenant, nous avons besoin d'un plan B, la voie de l'incompétence. Et s'il résiste? Il ne le fera pas, regarde-le ces derniers temps. Il est déjà à mi-chemin, j'avais tout enregistré. Mon visage inexpressif dans l'obscurité de ma chambre au-dessus d'eux. Les preuves s'accumulant, numériques et accablantes. Mais le travail le plus dangereux se déroulait aux heures profondes où Christopher dormait. Son ordinateur portable était sur son bureau, souvent laissé ouvert ou à peine fermé. J'en avais appris assez en enseignant des cours d'alphabétisation numérique pour naviguer dans les systèmes de fichiers, copier des disques, récupérer des données supprimées. Le disque dur externe que j'avais acheté restait caché dans mon bureau, se remplissant de preuves chaque nuit où j'osais entrer dans sa chambre. L'alerte la plus chaude était survenue il y a 2 nuits. Barre de progression à 88%, mes doigts planant au-dessus du bouton de déconnexion quand j'avais entendu des pas dans le couloir. J'avais arraché le disque, l'avais empoché, m'était glissé dans la salle de bain qui reliait la chambre de Christopher au couloir principal. Mon cœur avait martelé contre mes côtes, mais mes mains étaient restées stables. Des décennies à maintenir son sang-froid devant des étudiants difficiles m'avaient bien entraîné. Nicolas et moi nous étions rencontrés cet après-midi-là dans son bureau, examinant les fichiers copiés, les chaînes de courriel sur l'obtention de substances, l'historique du navigateur, les recherches sur les poisons non traçables, les calculs sur tableur de ma valeur nette, les paiements d'assurance, les calendriers de liquidation d'actifs. Préméditation, avait dit Nicolas, sa voix plate avec une évaluation professionnelle, pas des actes impulsifs, une planification systématique sur des mois. Bien, avais-je répondu. Je veux qu'ils comprennent que ce n'est pas une simple fraude. C'est une tentative de meurtre. La machine judiciaire s'était déjà mise en marche. Nicolas avait déposé des ordonnances de protection, des gels de comptes, des révocations de procuration, le tout avec des dates de notification soigneusement retardées. Christopher et Edith ne découvriraient les blocages que lors de leur prochaine tentative de transfert. Ils ne le sauront pas tant qu'ils n'essaieront pas d'accéder au fonds, avait expliqué Nicolas. Alors, ce sera la panique. Les gens paniqués font des erreurs exploitables. Hier, j'avais accompli la tâche la plus importante, la création d'un nouveau testament légitime. Florence Harris, la notaire, avait été minutieuse au point d'être redondante. Elle avait lu l'intégralité du document à voix haute, confirmé que je comprenais chaque disposition, enregistré une déclaration vidéo de mes intentions. « Votre fils n'héritera pas ?» avait-elle demandé directement, ses yeux expérimentés scrutant mon visage. « Mon fils a comploté pour me tuer pour l'héritage », avais-je répondu, les yeux clairs et certains. « Il aura exactement ce qu'il mérite, rien. Tout va à la Fondation pour l'avenir de l'éducation. Des bourses pour les étudiants qui apprécient réellement l'éducation. » Elle avait hoché la tête, ajoutant des couches de documentation supplémentaires, empreintes digitales, évaluation de la capacité, témoins multiples. « J'ai déjà vu ce schéma, avait-elle dit doucement. Des membres de la famille qui voient les parents âgés comme des obstacles plutôt que comme des personnes. Maintenant, assis à ma table de petit déjeuner, feignant la confusion sur les pilules à prendre, je sentais le piège se resserrer autour d'eux. Edith s'est approchée, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude. « Les pilules bleues, Francis, pour ton cœur. Tiens, laisse-moi t'aider. » « Merci, ma chère. » J'ai accepté les pilules avec reconnaissance, les ai avalées pendant qu'elle regardait. « Je ne sais pas ce que je ferais sans vous deux. » La caméra au-dessus de nous a enregistré son expression satisfaite, le signe de tête approbateur de Christopher depuis l'embrasure de la porte. Preuve de leur performance, de leur manipulation, de leur confiance croissante que j'étais exactement aussi incompétent que leurs documents frauduleux le prétendaient.
Ce soir-là, Nicolas m'avait remis un téléphone prépayé dans un parking. Endroit neutre, pas de caméra, pas de témoin. En cas d'urgence, avait-il dit, s'ils en viennent au danger physique, appelez ce numéro. La police est informée, prête à intervenir immédiatement. Je l'avais empoché, espérant ne pas en avoir besoin, sachant que je pourrais. Tard cette nuit-là, j'étais assis dans mon bureau à revoir les images des caméras de la journée. À l'écran, Christopher et Edith dans le salon, leur voix claire grâce à l'enregistrement audio. Nous avons besoin d'une procuration pour ces décisions médicales, disait Edith. Trouvez un médecin qui le déclara incompétent. Ensuite, nous contrôlerons tout, les finances, les soins de santé, les décisions de fin de vie. Le visage de Christopher ne montrait aucun remords, seulement du calcul. Mon fils était devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas, ou peut-être quelqu'un que j'avais refusé de voir clairement jusqu'à ce que la survie exige une vision honnête. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai pris mon téléphone, j'ai composé le numéro de Nicolas. Ils accélèrent, ai-je dit quand il a répondu. Ils se dirigent vers une évaluation d'incompétence forcée. Nous devons déclencher le gel des comptes maintenant. D'accord, a répondu Nicolas. J'activerai demain matin. Soyez prêts pour leur réaction. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon vieux journal d'enseignant, relié en cuir, les pages remplies de décennies d'observation en classe et de philosophie de l'éducation. J'ai écrit avec soin. Leçon du jour. Sun Tzu avait raison. L'art suprême de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combattre. Mais parfois, il faut les laisser se détruire eux-mêmes. Demain, ils découvriront ce qui arrive quand on sous-estime le professeur. J'ai fermé le journal et je suis allé me coucher, dormant profondément pour la première fois depuis des semaines. Le matin est arrivé avec une lumière pâle et le son de l'ordinateur de Christopher qui sonnait à l'étage. Email entrant. J'étais assis à la table du petit déjeuner. Le journal était étalé devant moi comme un accessoire. J'écoutais attentivement la maison. Des bruits que j'avais appris à reconnaître en 40 ans de vie ici. Des pas rapides. La voix de Christopher, vive d'alarme. Edith, monte ici maintenant. J'ai siroté mon café lentement, comptant jusqu'à 60 dans ma tête. Une habitude d'enseignant. Attendre avant de réagir. Laisser la situation se développer. À l'étage, des voix pressantes se chevauchaient. Des mots indistincts mais un ton sans équivoque. La panique. À 60, j'ai appelé vers les escaliers. Tout va bien? Silence, puis le calme forcé de Christopher. Bien, papa. Juste des trucs de boulot. Le mensonge était évident pour tout le monde. Je suis retourné à mon journal, ne lisant pas, juste attendant. Tout au long de la matinée, Christopher a tenté d'accéder au compte depuis son ordinateur personnel. J'ai observé depuis le couloir, inaperçu. La caméra du téléphone enregistrait alors que les messages d'erreur se multipliaient sur son écran. Accès refusé. Compte bloqué. Veuillez vous présenter en agence en personne. Ses doigts tremblaient sur le clavier, essayant différents mots de passe, différentes voies d'accès. Chaque tentative échouait. Edith regardait par-dessus son épaule, la mâchoire serrée. Appelle la banque. Il l'a fait. J'ai entendu sa partie de la conversation. Des explications de plus en plus désespérées sur la procuration, les accords de gestion de compte, l'autorisation légale. La réponse de la banque a dû être sans équivoque car le visage de Christopher est devenu livide. Ils disent que le titulaire du compte doit se présenter en personne, a-t-il dit d'un ton plat. Toutes les autorisations de tiers sont suspendues en attendant une enquête pour fraude. Le procès-verbal du tribunal concernant l'évaluation psychiatrique ordonnée par la Cour, rédigé par le docteur Patricia Chen, était posé sur la table de conférence de Nicolas entre nous. J'ai lu la conclusion pour la deuxième fois, savourant chaque mot. Le sujet démontre une pleine capacité cognitive. Aucune preuve de démence ou d'incompétence. Compétence analytique supérieure à la moyenne pour son groupe d'âge. Aucun indicateur de paranoïa ou de délire. Recommandation, la requête de mise sous tutelle doit être rejetée. Nicolas a étalé d'autres documents sur la table. Des mois de compilation de preuves organisées en une présentation dévastatrice. Des classeurs à 3 anneaux, des onglets de couleurs, une chronologie affichée, des pièces numérotées et croisées. L'enseignant a reconnu la méthodologie d'un collègue éducateur.
C'était un programme de crime, complet et irréfutable. Nous déposons plainte aujourd'hui, a déclaré Nicolas, non pas comme une question, mais comme une affirmation. J'ai hoché la tête une fois. Tout, absolument tout. La contre-poursuite faisait 47 pages, détaillant 18 actes criminels distincts. Tentative de meurtre, complot en vue de commettre une fraude, multiples chefs d'accusation de faux, abus financiers envers une personne âgée, subornation de témoins, obstruction à la justice. La plainte pénale s'étendait sur 23 pages. Les pièces à conviction remplissaient 2 boîtes. Nicolas et son parajuriste ont tout remis au greffier du palais de justice. Je les ai regardés depuis un banc voisin pendant que le greffier traitait les documents, s'arrêtait, lisait plus loin, puis appelait son superviseur. Le superviseur a lu, le visage devenant sérieux, puis a pris le téléphone pour appeler les chambres du juge. En quelques heures, une audience d'urgence a été programmée. Le système a immédiatement reconnu la gravité de la situation. Cet après-midi-là, un huissier de justice s'est rendu à ma maison où Christopher et Edith vivaient encore parce que je ne les avais jamais formellement expulsés. Décision stratégique pour les garder à proximité, surveillés. J'étais assis dans ma voiture de l'autre côté de la rue, le téléphone en mode enregistrement, observant. L'huissier a sonné à la porte. Edith a répondu. Il lui a tendu l'enveloppe, s'est identifié officiellement. J'ai zoomé avec ma caméra, capturant son visage alors qu'elle lisait la première page. Choc, reconnaissance, peur. La progression a pris quelques secondes. Elle a appelé Christopher. Leur dispute était visible à travers la fenêtre, même de ma distance. Le rapport officiel de l'huissier, plus tard versé au dossier, a tout documenté. Sujet Edith Wilson a ouvert la porte à 14h17. Papier signifié. Elle a lu la première page, le visage livide. Citation, ce n'est pas possible. Il n'a pas pu. Comment? Sujet a appelé Christopher Wilson. Citation d'Edith Wilson, tu as dit qu'il était trop vieux pour comprendre. Tu l'avais promis. Elle a cessé de parler quand elle m'a remarqué. Ce soir-là, mes caméras de sécurité ont capturé leur panique. Christopher à son ordinateur, supprimant frénétiquement des fichiers, vidant les corbeilles, tentant d'effacer les disques durs. Edith déchiquetant des documents jusqu'à ce que la machine surchauffe et se bloque. Elle lui a donné un coup de pied, puis a continué à déchirer les papiers manuellement. Nicolas avait un accès à distance au flux des caméras. Je lui avais accordé les droits de visionnage des semaines auparavant. Il m'a appelé. Une satisfaction sombre dans sa voix. Ils détruisent des preuves. Chaque suppression est une nouvelle accusation. Obstruction à la justice, conscience de la culpabilité. Ils créent de nouveaux crimes en essayant de cacher les anciens. Vous documentez tout, ai-je demandé. Chaque image, horodatée, sauvegardée sur des serveurs cryptés. Même s'ils détruisent chaque pièce physique, nous avons une archive numérique intouchable. Le lendemain matin, leur avocat a demandé une réunion d'urgence avec Nicolas. L'offre de règlement est arrivée rapidement. Christopher et Edith rendraient les 38 000 $, quitteraient la propriété immédiatement, renonceraient à toutes les réclamations d'héritage, accepteraient une ordonnance de non-communication permanente. En échange, j'abandonnerais les poursuites pénales. Nicolas a apporté l'offre à ma maison. Nous nous sommes assis dans la salle à manger où tout cela avait commencé, où j'avais pour la première fois étalé les preuves et compris l'ampleur de la trahison. J'ai lu lentement les termes du règlement, puis j'ai regardé Nicolas. Ils veulent s'en tirer, rembourser l'argent volé, promettre de bien se comporter, et ne faire face à aucune conséquence pour avoir essayé de me tuer. C'est ça l'offre. J'ai déchiré le papier en 2, puis en 4, puis en plus petits morceaux. Je les ai laissés tomber sur la table comme de la neige. Ils ont essayé de me tuer, James. Pas de me voler. De me tuer. Edith a fait des recherches sur des poisons indétectables. Christopher a négocié le prix de ma mort. Ils ont planifié cela pendant des mois en vivant dans ma maison, en mangeant ma nourriture, en feignant l'inquiétude. Un procès est imprévisible. J'ai enseigné pendant 40 ans. Des étudiants qui trichaient, qui mentaient, qui se croyaient malins. Ils n'ont jamais appris d'un pardon facile. Seules les conséquences enseignent de vraies leçons. J'ai croisé son regard. Christopher et Edith ont besoin de cette leçon. Programmer le procès. Un procès public. Je veux un verdict du jury.
Je veux un dossier public. Je veux la justice, pas la commodité. Nicolas a ramassé les morceaux déchirés, les a ajoutés au dossier de preuve, documentation du rejet du règlement, preuve que je voulais une responsabilité totale. Mildred a appelé ce soir-là après avoir appris l'existence du procès. J'ai entendu dire que vous utilisez mon enregistrement, que vous les poursuivez en justice. Vos preuves sont essentielles, ai-je confirmé. Êtes-vous à l'aise pour témoigner publiquement? Absolument. Sa voix était ferme, certaine. Ce qu'ils ont essayé de faire. Mon père n'a pas obtenu justice. Peut-être qu'à travers votre cas, sa mémoire en obtiendra. Je témoignerai. Je dirai tout ce que j'ai entendu. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Maintenant, aidez-moi à sauver d'autres personnes d'eux. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais rejeté leur offre de règlement. La maison semblait différente maintenant, plus légère, plus propre, comme une pression libérée d'un récipient scellé. Christopher et Edith avaient déménagé il y a 2 jours, suite à un ordre d'expulsion formel. Je parcourais les espaces qu'ils avaient occupés, notant ce qu'ils avaient laissé derrière eux dans leur départ précipité. Des factures impayées éparpillées sur le sol de la chambre, des cadres photos brisés, des vêtements abandonnés dans les placards. Le trophée de baseball de l'enfance de Christopher, ironiquement décerné pour l'esprit sportif. Les manuels de médecine d'Edith, outils d'une profession qu'elle avait perdue. Leur album de mariage documentant une union désormais fracturée. J'ai tout photographié. Non pas par vengeance, mais à titre documentaire. Instinct d'enseignant. Préserver les archives. Maintenir les preuves. Mon téléphone a vibré. Nicolas. La voiture de Christopher a été saisie ce matin. Les bookmakers déposent des privilèges. Leur bail d'appartement exigeait 3 mois d'avance. Ils ont emprunté à la sœur d'Edith. Tout s'effondre. J'ai lu le message 2 fois. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Juste une progression inévitable des conséquences. Les dettes de jeu, désormais publiques grâce au dépôt au tribunal, avaient déclenché un recouvrement agressif. Les bookmakers ont découvert que Christopher n'hériterait pas de ma succession. Mon Nouveau Testament, déposé publiquement, indiquait un don de bienfaisance à la place. Ils ont intensifié leurs actions, appels menaçants, visites sur le lieu de travail, confrontations publiques. 18 000 $ étaient encore dus sur la voiture saisie. Carte de crédit au maximum, compte bancaire saisi. Christopher a essayé d'emprunter à des amis, à la famille, à n'importe qui. La plupart ont refusé, ayant appris la vérité. Son désespoir est devenu un sujet de commérage dans le quartier. La destruction professionnelle d'Edith a suivi leur ruine financière. L'enquête du centre médical Silver Palm a révélé ces violations de données, l'accès non autorisé aux dossiers des patients, la création de faux documents médicaux, le partage d'informations confidentielles. L'Ordre des médecins de Floride a ouvert une procédure disciplinaire. La clinique a mis fin à son contrat immédiatement, a signalé ses qualifications. Un futur emploi dans le domaine de la santé était pratiquement impossible. 15 ans de carrière se sont terminés en une réunion de 15 minutes. Un agent de sécurité l'a raccompagné à la sortie, a confisqué son badge et ses clés. D'anciens collègues regardaient, chuchotaient. Elle s'est rendue à leur appartement, et restée assise dans la voiture pendant 1 heure avant d'affronter Christopher. Leur nouvel appartement se trouvait dans un quartier en déclin, tout ce qu'ils pouvaient se permettre maintenant. Le contraste avec ma maison confortable est devenu un rappel quotidien de leur choix. À travers les murs fins, les voisins entendaient leurs disputes s'intensifier. C'est de ta faute, la voix d'Edith transperçait les murs tard un soir. Tes jeux, tes dettes, ta faiblesse. Ma faiblesse? La réponse de Christopher était défensive, désespérée. Tu voulais qu'il meure. Je voulais de l'argent. Toi, tu voulais un meurtre. Et maintenant nous n'avons rien. Pas d'argent, pas de maison, pas d'avenir. Nous avons l'un l'autre. Le rire amer d'Edith. C'est la pire partie. Les voisins ont documenté ces disputes, en ont discuté le lendemain matin. La nouvelle s'est répandue. Le jugement de la communauté était dur et sans appel. Un après-midi, la sœur d'Edith est arrivée au bureau de Nicolas, l'air mortifié. J'étais là, en train de revoir les dernières préparations du procès. Ils m'ont demandé d'apporter ceci. Elle a tendu une enveloppe comme si elle lui brûlait les doigts. Je leur ai dit que c'était inutile,
mais c'est la famille. Lisez-la pour moi, ai-je dit. Elle l'a ouverte à contre-cœur. Nous offrons 100 000 $ en échange de l'abandon de toutes les charges. Nous reconnaissons nos erreurs et cherchons une résolution. Des erreurs? J'ai répété les mots lentement. Ils appellent une tentative de meurtre une erreur. Sa voix est tombée à un murmure. Je ne reconnais plus ma sœur. J'ai sorti un stylo, j'ai écrit directement sur leur offre. Une seule phrase dans ma parfaite écriture d'enseignant. La justice n'est pas à vendre. Rendez-vous au tribunal. Je l'ai rendu non signé. Ils n'accepteront pas cela, a-t-elle dit. Ils seront dévastés. Bien. Ils devraient l'être. La dévastation est une réponse appropriée à une tentative de meurtre et à une trahison. J'ai croisé son regard. Dites-leur que le seul règlement que j'accepterai est celui que le juge prononcera. Le matin du procès est arrivé alors que le lever du soleil commençait à peine à peindre le ciel d'Orlando. Je me suis réveillé tôt, je me suis habillé soigneusement avec le costume que j'avais préparé la veille. Le nœud de cravate était précis, une mémoire musculaire de 40 ans d'habillement professionnel. Les chaussures étaient cirées jusqu'à ce qu'elles reflètent la lumière. Le petit déjeuner était simple. Café, toast, une routine maintenue malgré l'importance de la journée. Je n'ai rien révisé. La préparation était terminée. L'épreuve mémorisée. Le témoignage prêt. Nicolas est venu me chercher à 8 heures. Nous nous sommes rendus au palais de justice dans un silence confortable. Des professionnels préparés pour une performance. J'ai observé la circulation du matin. Des gens ordinaires commençant des journées ordinaires. La mienne serait tout sauf ordinaire, mais nécessaire. La justice exige des témoins, exige un dossier public, exige une déclaration officielle. La salle d'audience s'est rapidement remplie. Les médias étaient présents. L'affaire avait attiré l'attention. Christopher et Edith étaient assis avec leur avocat, l'air diminué, vaincus avant même que le verdict ne soit annoncé. Je me suis assis derrière la table de l'accusation, la posture droite, calme. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. La déclaration d'ouverture du procureur a clairement exposé le complot. Les preuves montreront que les accusés ont comploté pour assassiner Francis Wilson pour l'argent de l'assurance. Ils ont recherché des méthodes, obtenu des substances, créé de faux documents, manipulé les systèmes médicaux. Seule l'intervention d'une hôtesse de l'air alerte a empêché ce meurtre. La défense a offert un argument faible sur des malentendus familiaux et une mauvaise communication. L'attention du jury est restée sur l'accusation. La présentation des preuves était systématique et dévastatrice. La vidéo de Mildred a été diffusée sur les écrans de la salle d'audience. Son enregistrement a rempli la pièce. La voix d'Edith était sans équivoque. Des pilules dans sa boisson. Crise cardiaque en altitude. 500 000. Christopher a tressailli en l'entendant. Edith regardait droit devant elle, la mâchoire serrée. Mildred a pris la barre, la voix tremblante au début, mais se raffermissant au fur et à mesure de son témoignage. Je l'ai entendu clairement. Elle a parlé de crise cardiaque, de l'altitude qui rendrait cela crédible. Elle a mentionné l'argent de l'assurance. J'ai enregistré parce que je savais que je devais avoir une preuve. La défense a tenté un contre-interrogatoire. N'est-il pas vrai que vous étiez vous-même en difficulté financière? La réponse de Mildred a été ferme. Je n'ai pas mal interprété un meurtre. Ma situation financière est exactement la raison pour laquelle je comprends le désespoir, mais je ne l'ai pas laissé faire de moi une tueuse. L'expert en documents judiciaires a confirmé les signatures contrefaites. Les représentants de la banque ont détaillé les transferts non autorisés totalisant 38 000 $. Le docteur Patricia Chen a témoigné de ma pleine compétence mentale, détruisant entièrement les allégations d'incompétence. Les preuves par courriel ont montré une correspondance avec un consultant médical sur des substances létales. Chaque pièce a construit un dossier irréfutable. Puis j'ai pris la barre. Après avoir prêté serment, je me suis installé sur le banc des témoins. 40 ans d'enseignement m'avaient préparé à parler en public, à gérer l'attention, à livrer des informations clairement. Quand avez-vous soupçonné pour la première fois que quelque chose n'allait pas, a demandé le procureur. L'invitation à Miami était inhabituelle. Leur attention soudaine après des mois de distance. De petites choses qui, par reconnaissance des schémas, vous disent qu'elles comptent. Qu'avez-vous fait?
Ce que j'ai enseigné aux étudiants pendant 40 ans. Rassembler des preuves, tout documenter, vérifier les sources, construire un dossier complet avant de tirer des conclusions. J'ai appliqué la rigueur académique à ma propre survie. Le contre-interrogatoire de l'avocat de la défense a été bref, inefficace. Ma crédibilité était inébranlable. Des faits vérifiés par des preuves accablantes. Le jury a délibéré moins de 2 heures. À leur retour, le président du jury s'est levé. Pour le premier chef d'accusation, complot en vue de commettre un meurtre. Coupable. Deuxième chef, fraude, coupable. Troisième chef, faux, coupable. La liste s'est poursuivie. Chaque coupable a frappé visiblement Christopher et Edith. Le sang-froid d'Edith a finalement craqué. Une seule larme rapidement essuyée. Christopher a laissé tomber sa tête dans ses mains. La phase de détermination de la peine est arrivée. Le juge a demandé si je souhaitais faire une déclaration sur l'impact de la victime. Je me suis levé, j'ai fait face directement à Christopher et Edith. Vous avez vécu dans ma maison. Je vous ai subvenu à vos besoins. Je vous ai fait confiance. Vous avez répondu en complotant ma mort. Je ne vous déteste pas. J'ai pitié de vous. Vous avez détruit vos vies pour de l'argent que vous ne verrez jamais. C'est une justice suffisante. Je me suis assis. Le juge a hoché la tête. Appréciation pour la brièveté et la dignité. Les peines. Christopher a reçu 3 ans de probation avec des conditions strictes. Edith, 5 ans, plus long en raison de l'abus de ses qualifications professionnelles. Tous deux ont été condamnés à rembourser les $38 000 volés plus $50 000 de dommages-intérêts punitifs. Ordonnance de non-communication permanente. Tous les droits de succession révoqués de manière permanente. Dossier criminel permanent. La déclaration du juge était claire. Cette affaire représente une trahison calculée et systématique de la confiance familiale. La clémence de votre victime en demandant la probation plutôt que l'emprisonnement est plus que ce que vous méritez. La cour a été levée. À l'extérieur, sur les marches du palais de justice. Les médias attendaient. J'ai fait une brève déclaration. Justice a été rendue. J'espère que cette affaire rappellera aux familles que la confiance est sacrée et que la trahison a des conséquences. J'ai refusé d'autres questions. J'ai marché vers le parking. J'ai vu Christopher une dernière fois. Sortant par une porte latérale, la tête baissée, évitant les caméras. Nos regards se sont brièvement croisés. Il a détourné le regard le premier. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, même plus de tristesse. Juste un achèvement. Un chapitre clos. Nicolas m'a ramené à la maison. Nous avons roulé en silence, un silence confortable et complet. Alors que nous nous arrêtions dans mon allée, il a tendu la main. Vous avez bien fait, Francis. Vraiment bien. Nous avons bien fait, ai-je corrigé. Merci. À l'intérieur de ma maison, je me tenais dans le couloir silencieux. La maison était de nouveau la mienne, légalement, physiquement, émotionnellement. Je suis allé à mon bureau, j'ai vu le tableau chronologique que j'avais créé des semaines auparavant, couvert de preuves, de documentation. Soigneusement, méthodiquement, j'ai commencé à le démonter. Chaque photo, chaque document retiré et classé. Le complot existait. La justice avait été rendue. Mais je n'allais pas vivre entouré de rappels de la trahison. J'ai placé toute la documentation dans une boîte d'archives, je l'ai étiquetée, Christopher, affaire classée, août 2025, je l'ai rangée dans le placard, pas oublié, mais archivé. Puis je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai composé un courriel au principal du lycée local. Je suis un professeur d'histoire à la retraite avec 40 ans d'expérience. J'aimerais faire du bénévolat, en enseignant 2 après-midi par semaine, sans rémunération. J'ai des histoires qui valent la peine d'être racontées, des leçons qui valent la peine d'être partagées. Les étudiants devraient savoir que la connaissance protège, que la documentation compte, et que la justice, bien que lente, arrive pour ceux qui sont assez patients pour la poursuivre correctement. J'ai cliqué sur envoyer, j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai regardé autour de mon bureau, les livres que j'avais collectionnés, les copies que j'avais corrigées, la vie que j'avais construite, tout intact malgré les tentatives de Christopher et Edith de la détruire. J'ai souri légèrement, le premier vrai sourire depuis des mois. Non pas parce que j'étais heureux.
Le bonheur prendrait du temps, mais parce que j'étais libre, la justice rendue, la conscience claire, l'avenir non écrit. Demain, je recommencerai. Le passé était archivé là où il devait être. Aujourd'hui, j'étais juste un professeur avec des leçons à partager et une vie à vivre. C'était assez. C'était tout. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la boîte à gauche. Merci d'avoir regardé.